1 an et demi après le décès. Je me marie à la mairie du 1er arrondissement de Paris. Et là, je vois mon papa. Mon papa qui est pas bien, qui m'accompagne et que, voilà, il pense pas m'accompagner. Quand on arrive au bout, normalement, on le laisse à quelqu'un. Et là, il a du mal à me lâcher les mains, je vais m'asseoir. Et en m'asseyant, je regarde la chaise qui est à côté de moi. Je me dis, il n'arrivera pas. Podcast Story réel. Je m'appelle Émilie Lassus-David. Il y a 5 ans et demi, suite au décès de mon compagnon, j'ai quand même décidé de me marier avec lui. Tout a commencé dans le sud-ouest, parce que John et moi, on est originaires du sud-ouest. On s'est rencontrés l'année de nos 15 ans, et ça a perduré comme ça. Entre-temps, John, il est parti pompier de Paris. Il est parti sur Paris, il faisait les allers-retours pour revenir me voir. Et en 2015, je suis tombée enceinte d'Anaïs, donc j'ai décidé de tout quitter et de le suivre sur Paris. On est partis tous les deux vivre en caserne sur Choisy-le-Roi. Et 2 ans après, le 10 janvier 2018, notre vie va être totalement chamboulée. Parce que suite à un feu de parking souterrain, John est appelé, donc il part avec son équipe. Il est sous-officier, donc c'est lui qui est chef du camion qui part. Et le feu prend une plus grosse ampleur, tout le monde est déployé. Malheureusement, il va manquer d'oxygène et il va tomber dans le coma. Donc je m'en vais à l'hôpital. Là-bas, c'est tout un protocole militaire puisque les pompiers de Paris sont militaires. Donc c'est assez fermé, mais j'arrive à le voir après l'arrivée du général. Et instinctivement, je m'approche de lui. T'as pas le choix, faut que tu te réveilles parce que je suis enceinte et que tu voulais cet enfant et que même si ça prend des mois, je t'attendrai, mais faut que tu te réveilles. Et j'espère que tu m'entends parce que t'as pas le droit de me laisser toute seule. Je vois le regard des gens autour de moi changer en se disant mince, je sens que la situation est plus grave que ce que je me pensais. Il se réveillera le lendemain, il va me regarder, il va pleurer. Les médecins me disent qu'il m'a dit au revoir. Moi, je suis un peu dans le déni, je me dis mais non, c'est pas possible. Sauf qu'effectivement, dans la nuit, il va faire un œdème cérébral. Alors un œdème cérébral, c'est le sang qui envahit les régions du cerveau. Et moi, l'œdème est tellement conséquent pour John qu'on m'explique qu'il ne redeviendra jamais comme avant. On avait déjà eu cette discussion entre nous, je pense comme tous les couples, s'il t'arrivait quelque chose ou si tu es handicapé, quand on a quelqu'un. Et John m'avait dit, si jamais je dois finir tétraplégique ou handicapé, il me dit, je préférerais que tu me laisses partir. Et donc, je me dis, je peux pas le laisser comme ça, parce que s'il se réveille et qu'il a une once de conscience et qu'il voit qu'il peut plus rien faire, m'en voudra. Et donc, je prends la décision d'arrêter le suivi médical. La mort cérébrale est prononcée. Dans un élan encore de générosité, parce qu'il est pompier, il était donneur d'organes. Donc, il va donner des organes, ça sauvera encore 2 vies. Et suite à ça, c'est le début de mon combat à moi, parce que John, il est décédé en donnant sa vie pour sauver celle des autres. Et que moi, c'est après sa mort que va venir le combat. Puisque tout s'enchaîne et on me fait comprendre très vite que l'enfant à naître, que mon bébé, il ne pourra pas être son fils. Que administrativement, c'est pas possible, qu'il n'y a pas de reconnaissance anticipée puisque ça fait pas assez de temps. Et là, je me trouve un peu démunie. Je suis encore à l'hôpital, on m'apprend ça. Je suis encore dans les cérémoniales à organiser. Je me dis, je verrai ça après. L'enterrement se passe, les cérémonies se passent. Et très vite, je suis rattrapée par la réalité parce que nous étions pacsés avec John. Et je reçois une lettre chez moi. Quand on est pacsé, pour tous ceux qui sont pacsés, il faut savoir que quand l'un des deux décède, le conjoint qui survit reçoit la dissolution du pacs. J'ai reçu une lettre chez moi me disant « J'ai l'honneur de vous informer que plus rien ne vous unit à Jonathan Lassus-David ». Deuxième coup de massue parce que déjà, il est plus là. Je vis déjà avec nos 2 téléphones en permanence pour pas oublier. Ça sert à rien de l'écrire, ça sert à rien de l'appeler. C'est déjà le vide
constant. Et là, on me dit en plus, il n'y a plus rien qui te rattache à lui. Je me dis, c'est pas possible, et comment je vais faire pour le bébé? Enfin, moi, je comptais sur ça pour essayer de faire, ou prendre un avocat. Et l'assistante sociale de la brigade, Christine, à ce moment-là, me dit, Émilie, il existe une procédure, je t'en ai déjà parlé à l'hôpital, et c'est le mariage à titre posthume. Le mariage à titre posthume, c'est quoi? Concrètement, c'est se marier avec ton conjoint décédé. Tu vas devoir entamer des démarches, et suite à ça, tu devras quand même faire une cérémonie obligatoire. Cérémonie obligatoire, je comprends pas. Je vais devoir me marier avec une chaise. Et elle me dit oui. Donc j'entame la procédure du mariage à titre posthume. Il faut savoir que c'est quand même un dossier assez conséquent. Il faut également avoir l'accord des deux familles. Et il faut tout un tas de procédures. Donc il faut des attestations de la famille, de ses employeurs, de mes employeurs, de toute personne qui peut attester de notre union en fait. Que ce soit au niveau civil, au niveau sentimental aussi, nos amis, etc. Et il faut aussi donner des articles de loi, il faut prouver. Donc pour prouver, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des lettres qu'il m'avait écrites, attestant de son amour pour moi et tout ça. Mais ça peut être aussi des messages, des captures d'écran, ça peut être tout ça qu'il faut certifier chez le notaire après. Donc je suis allée faire certifier chez le notaire. Au final, le dossier, la constitution du dossier me prend plusieurs mois. Une fois que le dossier est constitué, il est envoyé d'instance en instance et je suis auditionnée 2 fois au commissariat de Choisy-le-Roi. Alors la première fois pour vérifier la véracité de notre union, nos sentiments, vérifier s'il ne m'a pas trompée, vérifier tout ça. Cette démarche-là est quand même assez compliquée. C'est tout un processus de questions où la commissaire était adorable, mais elle est contrainte de me poser toutes ces questions. Et la deuxième fois, je suis auditionnée en août et je suis sur le point d'accoucher. Et on me dit, est-ce que vous êtes sûre? Est-ce que vous êtes sûre de vouloir faire ça? Sûre, je le fais pas pour les yeux du monde. Moi, à ses yeux à lui, j'étais déjà sa femme. J'ai pas besoin qu'on me regarde. J'ai pas besoin qu'on me dise Émilie, est-ce que... Mais je le fais pour notre futur bébé. Entre-temps, j'ai appris que c'était un petit garçon. Donc, c'est quand même super important. Je me dis, c'est lui qui transmettra son nom. Voilà. Puis, c'est son fils. C'est son fils. L'ADN prouve que c'est son fils. On me dit, ça prouve pas l'intention. Mais l'intention, elle y est. On a déjà une petite fille. On vit ensemble. On a le projet de maison. J'ai tout donné. Prenez tout. Mais il faut que Nathan existe. À ce moment-là, dans ma tête, il faut que Nathan existe. Le dossier part. Une fois que j'ai fini les 2 auditions, le dossier part au tribunal de grande instance du Val-de-Marne, du coup à Créteil. Et après, il est envoyé dans différents ministères. Ça prend un temps considérable. Quand on entame cette procédure, il faut avoir conscience que c'est long. Entre-temps, Nathan naît. Donc, il naît fin août. Donc, j'attends le mariage posthume qui interviendra l'été d'après. Donc, 1 an et demi après le décès, en juin 2019. Je me marie à la mairie du 1er arrondissement de Paris, d'où il était rattaché. C'est où il avait fait son service le plus long à la brigade. Et le maire est d'une gentillesse absolue. On s'était déjà rencontrés avant. Et le fait de mettre la bague toute seule, tout ça, c'est déjà pas évident. Mais le plus marquant dans ce cérémonial qui reste une cérémonie obligatoire, c'est quand je suis arrivée. Parce que pour moi, c'était l'aboutissement d'un dossier. 1 an et demi de bataille, 1 an et demi à devoir prouver. C'était un aboutissement. Et je me rends compte que les gens, eux, c'est très compliqué pour eux parce que ça marque un peu plus l'absence de John. Moi, je vis avec cette absence. Tous les jours. Il n'y a pas besoin de piqûre de rappel. Mais dans ma tête, je me dis, ça y est, Nathan va exister, ça y est, tu y es. Et là, je vois mon papa qui est pas bien, qui m'accompagne et que, voilà, je pense pas m'accompagner. Quand on arrive au bout, normalement, on le laisse à quelqu'un.
Et là, il a du mal à me lâcher les mains, je vais m'asseoir. Et en m'asseyant, je regarde la chaise qui est à côté de moi. Je me dis, il n'arrivera pas. Et je me tourne vers nos témoins et je m'aperçois que tout le monde en pleure. Et j'étais comme dans ma bulle. Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça le mariage posthume. Ça prend tout son sens parce que je me dis, c'est au-delà. C'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est bien au-delà. John et moi, c'est une éternité qu'il m'a offerte. Je me dis, mince, pourquoi il faut aller jusque-là pour vous devoir prouver. La cérémonie se passe. Suite à ça, on fait un point avec nos amis, on fait une soirée. J'essaye que ça nous ressemble quand même. En fait, je veux pas que John, et même encore, je veux pas que John soit associé qu'à quelque chose de triste. Je veux pas que ce soit... John, c'était la vie, c'était les blagues sans arrêt, c'était pas nous. Ce sentiment-là, en fait, ça a été difficile pour moi, le mariage, parce que comme toute petite fille, quand on s'imagine son mariage, déjà, normalement, on a une belle longue robe, etc. Mais là, moi, je voulais pas que tout le monde soit triste à mon mariage, quoi. Je me suis dit, ça y est, les gars, officiellement, on est une famille. Tous les 4, on a le même nom. Tous les 4, on a le même nom, on existe. Et souvent, d'ailleurs, en aparté, pour ceux qui engagent une procédure de mariage posthume, il faut avoir conscience que cette cérémonie-là, elle fait partie aussi des preuves intégrantes parce que pour aboutir, moi, John est mort pour la nation, donc ça a appuyé la demande. Mais normalement, dans les conditions, il faut déjà avoir un projet de mariage, il faut avoir déjà parlé de mariage, il faut avoir des preuves de tout ça. Moi, je l'avais déjà, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de perfectionniste à mes côtés et il s'était déjà renseigné pour se marier auprès de la brigade. Et d'ailleurs, en cherchant tous les papiers, j'ai trouvé une bague et une demande de mariage 2 mois après son décès. Un petit mot qui disait tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je veux unir ma vie à la tienne. Veux-tu m'épouser? Et donc, ça me renvoie tout ça aussi. Je me dis, ça y est, regarde, si tu peux me voir de là-haut, regarde, j'y suis arrivée. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.